L'histoire évolutive de l'être humain n'est pas celle d'un prédateur devenu plus fort, mais celle d'un enfant qui n'a jamais vraiment grandi, du moins pas comme les autres espèces. Par un processus appelé néothénie, l'évolution a ralenti notre développement. Notre cerveau reste plastique longtemps, notre corps conserve des traits juvéniles. Notre comportement demeure ouvert, curieux, joueur. Ce ralentissement a un coût, une enfance longue, une dépendance prolongée, mais il a offert un avantage décisif, la capacité d'apprendre, de coopérer et de transformer le monde par la culture. Au fil du temps, cette trajectoire biologique s'est accompagnée d'un phénomène singulier, l'autodomestication. Comme certains animaux domestiqués, l'humain a vu diminuer son agressivité impulsive, non pas par sélection naturelle brute, mais par sélection sociale. Les individus trop violents, imprévisibles ou incapables de coopérer étaient exclus, punis ou marginalisés. Ceux qui savaient se contrôler, communiquer et vivre ensemble prospéraient davantage. Cette transformation n'a pas rendu l'humain gentil, elle l'a rendu prévisible, tolérant à la proximité, capable de vivre en groupe plus vaste. Et c'est précisément cette capacité qui a permis l'émergence du langage complexe, des normes, des récits, des institutions, bref, de la culture cumulative. Face à Néandertal, robuste, efficace, parfaitement adapté à des environnements durs mais locaux, Homo sapiens n'a pas gagné par la force ou l'intelligence brute. Il a gagné par la plasticité, par la coopération à grande échelle, par des réseaux sociaux étendus. Même le métissage entre les deux espèces confirme cette divergence. Sapiens a conservé de Néandertal surtout des gènes physiologiques utiles, mais très peu liés au cœur de la cognition sociale. Sa trajectoire était déjà différente. Pourtant, cette histoire cache un paradoxe troublant. Comment une espèce auto-domestiquée peut-elle être aussi violente? La clé réside dans la distinction entre deux formes de violence. L'évolution humaine a réduit l'agressivité réactive, les explosions impulsives, les conflits quotidiens, mais elle a considérablement augmenté la violence proactive, planifiée, froide, organisée. Le même cerveau capable d'empathie et de morale est aussi capable de stratégies de domination et de destruction massive. L'humain est moins brutal au quotidien, mais infiniment plus dangereux à grande échelle. C'est dans ce contexte qu'apparaît la morale. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas une pure invention rationnelle. Elle est née comme un outil évolutif de régulation sociale, favoriser la coopération, punir les tricheurs, stabiliser les groupes. La néothénie a permis d'apprendre et d'intérioriser des normes complexes. L'autodomestication a rendu possible leur respect. Mais la morale héritée de l'évolution est fondamentalement limitée. Elle est conditionnelle, tribale, sensible à la proximité. Nous aidons d'abord les nôtres. Notre empathie décroît avec la distance. Notre altruisme s'épuise face à l'anonymat et aux coûts trop élevés. Ces limites ne sont pas des défauts moraux. Ce sont des contraintes biologiques. La culture, alors, tente de faire quelque chose de radical, dépasser la biologie. Les droits humains, la justice abstraite, la solidarité envers des inconnus ou des générations futures ne sont pas naturelles. Elles sont contre-intuitives, fragiles, exigeantes. Elles demandent un effort constant, des institutions, une vigilance morale. Ainsi, l'humain se trouve dans une position unique. Il est une espèce façonnée par l'évolution pour être sociale, mais pas universellement altruiste, capable de morale, mais pas automatiquement juste, adouci émotionnellement, mais armé cognitivement, pour le pire comme pour le meilleur. En définitive, l'évolution ne nous a pas donné une morale clé en main, elle nous a donné la capacité d'en avoir une. Le reste, la direction que nous prenons, ne relève plus de la biologie, mais de la responsabilité humaine.